Et si une simple photographie ancienne pouvait révéler un secret que personne n'avait osé dire à voix haute? Au printemps 1902, dans un petit village viticole du Languedoc, une jeune femme posa avec son fiancé devant l'objectif d'un photographe itinérant. Pour tous, ce n'était qu'un portrait de fiançailles. Mais ce que l'on découvrit des années plus tard derrière cette image allait bouleverser la mémoire d'une famille entière. Pourquoi ce sourire paraissait-il à la fois lumineux et si lointain? Que cachait-il vraiment? Et pourquoi cette photo devint-elle le seul témoin d'un amour interrompu trop tôt? Restez avec nous, car aujourd'hui je vais vous raconter, pas à pas, cette histoire dramatisée inspirée de faits historiques, où la vérité se cache dans les détails d'une image oubliée. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces récits dramatisés inspirés de la mémoire historique. Des histoires qui portent toujours une leçon de vie. Elle savait qu'elle ne verrait jamais les vendanges de septembre. Marguerite Fabre le savait au moment exact où le photographe Auguste Martel a appuyé sur le déclencheur de son appareil, ce matin du 15 avril 1902. Et si vous regardez attentivement cette photo, si vous observez ses yeux, vous verrez qu'elle ne regarde pas l'objectif. Elle regarde au-delà, vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, vers un avenir qu'elle ne vivrait jamais. Cette photo a été retrouvée 85 ans plus tard, dans un coffre poussiéreux d'une maison abandonnée de Languedoc. Le neveu de Jean-Pierre Lenoir, venu vider la propriété, a d'abord cru voir un simple portrait de fiançailles. Mais en retournant la photo, il a découvert une inscription à l'encre délavée qui a glacé son sang. Une inscription qui révélait que cette image capturait les derniers moments d'innocence avant qu'une tragédie silencieuse ne détruise deux vies. Regardez-les bien. Jean-Pierre, 24 ans, vigneron comme son père et son grand-père avant lui, serre Marguerite contre lui avec une fierté évidente. Ses mains, marquées par le travail de la terre, entourent la taille fine de sa promise. Marguerite, 20 ans à peine, tient un bouquet de coquelicots et de marguerites sauvages. Un détail que les historiens locaux ont confirmé plus tard comme étant inhabituel, car selon les registres paroissiaux de l'époque, les fleurs de mariage traditionnelles étaient les roses blanches ou le muguet. Pourquoi des fleurs sauvages? La réponse se trouve dans ce que Marguerite cachait depuis 3 semaines. Le photographe Auguste Martel, dont le journal intime a été découvert en 1987 dans les archives départementales de l'Hérault, avait noté quelque chose d'étrange ce jour-là. Il avait écrit « La jeune Fabre avait une beauté particulière, presque translucide. Mais il y avait dans son regard une absence troublante, comme si elle regardait déjà de l'autre côté. » Martel ne savait pas à quel point son observation était prophétique. Car 3 semaines avant cette photo, dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère veuve au-dessus de l'atelier de couture, Marguerite avait toussé du sang pour la première fois. Elle avait regardé le mouchoir taché de rouge sombre et avait immédiatement compris. La phtisie pulmonaire, ce mal qui emportait 300 personnes sur 100 000 chaque année dans le sud de la France, venait de signer son arrêt de mort. Mais comment le dire à Jean-Pierre? Comment briser le cœur de cet homme qui venait de dépenser ses économies de 2 ans pour acheter une parcelle supplémentaire de vignes? Comment avouer à celui qui parlait déjà des enfants qu'ils auraient, des vendanges qu'ils feraient ensemble pendant 50 ans, que leur histoire s'arrêterait avant même d'avoir vraiment commencé? La réponse était simple, elle ne le dirait pas. Pas encore. Pas avant d'être obligée. Ce matin du 15 avril 1902, le soleil brillait sur les vignobles de Languedoc, qui commençait enfin à se remettre de 15 années de destruction par le phylloxéra. Les nouvelles vignes américaines greffées promettaient des récoltes abondantes. L'espoir renaissait dans chaque famille vigneronne. Jean-Pierre avait travaillé comme un forcené pour replanter les cépages résistants. Sa mère, Thérèse Lenoir, n'approuvait pas ce mariage. Cette fille Fabre, disait-elle en essuyant ses mains sur son tablier, elle vient d'une famille ruinée. Son père s'est pendu dans sa propre grange quand les vignes sont mortes. Qu'est-ce qu'elle t'apportera, à part la misère? Mais Jean-Pierre s'en moquait. Il aimait Marguerite depuis le jour où, 3 ans plus tôt,
Il l'avait vu porter des paniers de linge sous la pluie battante, chantant malgré le poids et la fatigue. Il aimait sa façon de transformer chaque difficulté en défi, chaque larme en sourire. Il ne savait pas que derrière cette force apparente, elle cachait déjà les premiers signes de la maladie qui la rongeait. Le docteur Dubois, seul médecin du canton, avait vu tellement de cas similaires qu'il reconnaissait les symptômes avant même l'examen. Les joues trop rouges sur une peau trop pâle, la toux sèche qui devenait humide la nuit, la fièvre qui montait chaque soir pour redescendre au matin. Quand Marguerite était venue le consulter en secret, payant avec l'argent qu'elle économisait pour son trousseau, il lui avait prescrit du repos et de l'air pur. 5 francs pour entendre ce qu'elle savait déjà. Il n'y avait pas de remède. Et maintenant, devant l'objectif d'Auguste Martel, elle souriait. Un sourire qui coûtait toute sa force, toute sa volonté. Un sourire pour Jean-Pierre, pour sa mère qui les regardait de loin, pour les voisins venus assister à la séance photo. Un sourire qui devait cacher le goût métallique du sang qu'elle sentait remonter dans sa gorge. Jean-Pierre murmurait à son oreille des mots tendres en occitan, cette langue de leurs ancêtres que le français n'avait pas encore effacée. Il parlait de la maison qu'il construirait près du vieux chêne, des enfants qui couraient entre les rangées de vignes, des soirs d'été où ils boiraient leur propre vin en regardant le soleil se coucher sur les Cévennes. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Marguerite. Le flash de magnésium explosa, figeant pour l'éternité ce moment suspendu entre l'espoir et le désespoir, entre l'amour et la mort. Marguerite cligna des yeux, éblouie, et pendant une seconde, elle vit son propre fantôme dans la fumée blanche qui s'élevait. Elle serra plus fort le bouquet de fleurs sauvages. Ces fleurs qu'elle avait choisies parce qu'elles ne coûtaient rien, parce qu'elles poussaient libres dans les champs, parce qu'elles mouraient vite mais reviendraient chaque printemps, contrairement à elle. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette photo deviendrait le dernier témoignage d'un amour qui défierait le temps, la mort et l'oubli. Mais pour comprendre comment une simple image a pu capturer tant de douleur et tant de beauté, il faut remonter 6 mois en arrière, quand Marguerite croyait encore que la toux n'était qu'un rhume d'automne, quand Jean-Pierre vendangeait en chantant, quand personne ne pouvait imaginer que le bonheur pouvait avoir le goût du sang. Octobre 1901. 6 mois avant la photo. Les vignes de Languedoc se paraient d'or et de pourpre sous le soleil d'automne. Pour la première fois depuis la catastrophe du phylloxéra qui avait détruit 80% des vignobles français, l'espoir renaissait vraiment. Les nouvelles vignes greffées sur des porte-greffes américains résistants donnaient enfin leurs fruits. Dans chaque village, dans chaque mât, on préparait les comportes et les tonneaux avec une fébrilité qu'on n'avait plus vue depuis 15 ans. Jean-Pierre Lenoir travaillait depuis l'aube dans la parcelle que son père avait réussi à sauver. 2 hectares seulement sur les 10 que la famille possédait avant la catastrophe. Les archives du cadastre napoléonien, conservées à la mairie, montrent qu'en 1885, les Lenoir étaient considérés comme des propriétaires moyens. En 1901, ils étaient devenus des survivants. C'est ce matin d'octobre que Marguerite est apparue sur le chemin de terre qui longeait les vignes. Elle portait 3 paniers de linge propre qu'elle livrait aux familles aisées du village. Sa mère et elle lavaient et repassaient pour 2 francs par jour, le salaire exact d'un ouvrier viticole. Jean-Pierre l'avait vue passer 100 fois, mais ce matin-là, quelque chose était différent. Elle s'était arrêtée, avait posé ses paniers, et s'était assise sur le muret de pierre sèche pour reprendre son souffle. La toux avait commencé 3 semaines plus tôt. Une petite toux sèche, rien de plus qu'une irritation, pensait-elle. Sa mère, Françoise Fabre, lui préparait des tisanes de thym sauvage et de miel. Les vieux remèdes de grand-mère qui soignaient tout, disait-on. Mais la toux persistait, s'aggravait la nuit, la réveillait en sueur. Jean-Pierre s'était approché, avait offert de l'eau de sa gourde. Leurs mains s'étaient touchées, un instant suspendu que les lettres de Marguerite, retrouvées plus tard, décrivent comme le moment où tout a basculé. Il lui avait parlé des nouvelles vignes, de l'espoir qui revenait. Elle avait ri, un rire clair qui s'était transformé en quinte de toux. Il avait posé sa main sur son dos,
inquiet. Elle s'était dégagée doucement, gênée. Ce qu'elle ne lui avait pas dit, c'est que la veille, en lavant les draps de Madame Bourrel, la femme du notaire, elle avait vu les mêmes taches de sang que celles qu'elle trouvait maintenant sur ses propres mouchoirs. Madame Bourrel était morte de phtisie 3 mois plus tard. Marguerite connaissait donc déjà son destin, mais elle refusait encore de l'accepter. Les semaines suivantes, Jean-Pierre avait trouvé 1000 prétextes pour croiser le chemin de Marguerite. Il l'aidait à porter ses paniers. Il lui apportait les plus belles grappes de raisin. Il réparait la carriole bancale qu'elle utilisait pour les livraisons. Sa mère, Thérèse, observait ce manège avec désapprobation. Les registres paroissiaux qu'elle consultait régulièrement lui rappelaient que les Fabre étaient des indigents depuis la mort du père. Une famille sans terre, sans dot, sans avenir. Mais Jean-Pierre voyait autre chose. Il voyait le courage dans les mains rougies de Marguerite. Il voyait la dignité dans sa façon de marcher la tête haute malgré les commérages. Il voyait la beauté dans son sourire fatigué. Un soir de novembre, sous une pluie battante, il l'avait attendue à la sortie de l'église. Les cloches sonnaient les vêpres. Il lui avait demandé, maladroitement, si elle accepterait qu'il vienne veiller chez elle le dimanche. La tradition voulait que les prétendants officiels viennent veiller dans la famille de la jeune fille. C'était une reconnaissance publique d'intention sérieuse. Françoise Fabre avait pleuré de joie en apprenant la nouvelle. Sa fille, sa petite Marguerite qui toussait de plus en plus, allait peut-être échapper à la misère. Elle avait sorti la nappe brodée du trousseau de son propre mariage, celle qui avait échappé aux ventes forcées après la mort de son mari. Les veillées du dimanche étaient devenues le moment le plus précieux de la semaine. Jean-Pierre apportait des châtaignes grillées. Marguerite préparait la soupe de légumes. Françoise tricotait dans son coin en surveillant discrètement les jeunes gens. Ils parlaient de tout et de rien. Des vendanges futures, des innovations agricoles dont parlèrent les journaux, de cette tour de fer qu'on avait construite à Paris pour l'exposition universelle. Marguerite cachait sa toux derrière son mouchoir. Elle prétextait un coup de froid qui n'en finissait pas. Jean-Pierre, inquiet, insistait pour qu'elle voie le médecin. Elle mentait, disait l'avoir déjà consulté, que ce n'était rien. La vérité, c'est qu'elle l'avait effectivement vu, en secret, payant avec l'argent destiné à ses chaussures d'hiver. Le docteur Dubois avait été clair. Repos complet, air de montagne si possible, et surtout, éviter tout effort. Autant dire mourir tout de suite pour une fille qui devait travailler pour survivre. Décembre était arrivé avec ses gelées matinales. Les vignes dormaient sous le givre. Jean-Pierre avait fait sa demande officielle la veille de Noël. Il avait peu à offrir. 2 hectares de vignes en reconstruction, une petite maison à réparer et ses bras pour travailler. Mais il offrait aussi son nom, sa protection, son amour inconditionnel. Françoise avait pleuré à nouveau. Marguerite avait dit oui, sachant qu'elle signait peut-être l'arrêt de mort de cet homme bon, qui ne méritait pas de devenir veuf si jeune. Le mariage était prévu pour mai 1902. 5 mois pour préparer la cérémonie, économiser pour la robe, finir de replanter la dernière parcelle. 5 mois pendant lesquels Marguerite espérait, contre toute logique médicale, que la maladie ralentirait sa progression. Elle avait commencé à broder son trousseau la nuit, quand la toux l'empêchait de dormir. 30 mouchoirs, avait-elle décidé. Un pour chaque année qu'elle espérait que Jean-Pierre vivrait après elle. Janvier 1902 avait apporté la neige, rare dans le Languedoc. Jean-Pierre avait porté Marguerite sur son dos pour traverser les congères. Elle riait, oubliant un instant la douleur dans sa poitrine. C'est ce jour-là qu'ils avaient planté ensemble l'amandier dans le jardin de la future maison. Un arbre qui fleurirait chaque printemps, avait dit Jean-Pierre, comme leur amour. Marguerite avait serré sa main si fort qu'il avait cru qu'elle voulait ne jamais le lâcher. Février avait vu les premiers préparatifs concrets du mariage. La publication des bans à la mairie et à l'église, les félicitations des voisins, les remarques acerbes de Thérèse Lenoir qui ne décolérait pas, et cette toux, toujours cette toux, que Marguerite étouffait dans ses mouchoirs de plus en plus souvent tachés de sang. Elle les brûlait la nuit dans le poêle, prétextant avoir froid. Mars 1902. 1 mois avant la photo.
Le printemps précoce avait réveillé les vignes plus tôt que prévu. Les bourgeons gonflaient déjà sur les sarments, promesse d'une récolte exceptionnelle. Jean-Pierre travaillait 14 heures par jour, taillant, attachant, sulfatant contre les maladies. Il voulait que tout soit parfait pour accueillir sa femme dans leur nouvelle vie. Mais ce matin du 18 mars, tout a basculé. Marguerite s'était écroulée en pleine lessive chez les Bourrel. Le notaire lui-même l'avait ramenée chez elle dans sa calèche, inconsciente, le corsage taché de sang. Françoise Fabre avait hurlé en voyant sa fille dans cet état. Les voisines étaient accourues. Marie Delmas, la sage-femme, avait immédiatement reconnu les signes, cette pâleur cireuse, cette respiration sifflante, ses lèvres teintées de rouge. Elle avait murmuré à l'oreille de Françoise le mot que toutes redoutaient, « phtisie ». Jean-Pierre était arrivé en courant, prévenu par le petit Joseph qui gardait les chèvres. Il avait trouvé Marguerite allongée sur le lit étroit, si fragile qu'elle semblait déjà appartenir à un autre monde. Le docteur Dubois était là, rangeant ses instruments dans sa sacoche de cuir. Son diagnostic, inscrit dans ses carnets de consultation conservés aux archives départementales, était sans appel. Tuberculose pulmonaire avancée, pronostic réservé. La scène qui suivit resta gravée dans la mémoire de tous les témoins. Jean-Pierre s'était agenouillé près du lit, avait pris la main de Marguerite et avait dit « Je me moque de la maladie. On se marie dans 3 semaines comme prévu. » Thérèse Lenoir, arrivée entre-temps, avait explosé. Elle hurlait que son fils était fou, qu'il allait attraper la mort, que cette fille maudite allait détruire leur famille. Jean-Pierre l'avait regardée avec des yeux que personne ne lui connaissait, et avait répondu « Alors je serai maudit avec elle. » Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Marguerite, trop faible pour se lever, regardait sa mère préparer fébrilement le mariage. La nouvelle de sa maladie s'était répandue comme une traînée de poudre. Les clients de la blanchisserie annulaient leurs commandes les uns après les autres. La peur de la contagion était plus forte que la compassion. Seuls quelques fidèles continuaient à leur apporter du travail, le déposant sur le seuil, sans entrer. Jean-Pierre venait chaque soir après le travail. Il s'asseyait sur une chaise près du lit, racontait sa journée, décrivait l'avancement des travaux dans leur future maison. Il avait installé une fenêtre supplémentaire dans la chambre pour que Marguerite ait plus de lumière. Il avait acheté à crédit un lit en fer forgé, moderne et hygiénique, disait le vendeur. Il parlait de l'avenir comme si la maladie n'existait pas, comme si la volonté seule pouvait vaincre la mort. Un soir, Marguerite avait trouvé la force de lui parler vraiment. Elle lui avait avoué qu'elle savait depuis des semaines, qu'elle avait espéré se tromper, que la maladie passerait, qu'elle comprendrait s'il voulait rompre les fiançailles. Jean-Pierre avait pleuré pour la première fois depuis la mort de son père, des larmes silencieuses qui coulaient dans sa barbe. Puis, il avait sorti de sa poche un petit paquet enveloppé dans du papier journal. C'était une bague. Pas un bijou précieux, mais un simple anneau d'argent qu'il avait fait faire par le forgeron du village. À l'intérieur, il avait fait graver « Pour toujours, JP en MF ». Il l'avait passé au doigt amaigri de Marguerite et avait dit « Toujours, ça veut dire toujours, même si toujours ne dure qu'1 jour ». Le curé Bertrand était venu administrer les sacrements. C'était la procédure habituelle pour les tuberculeux, au cas où la fin viendrait vite. Mais il avait aussi accepté, contre l'avis de l'évêché, de bénir leur union à domicile si Marguerite ne pouvait se déplacer à l'église. Les archives paroissiales mentionnent cette dispense exceptionnelle, accordée par charité chrétienne pour 2 âmes pures. Marguerite avait alors commencé son projet secret. Chaque nuit, quand la fièvre lui laissait un peu de répit, elle brodait. Un mouchoir après l'autre. Sur chacun, elle créait un motif différent. Une vigne pour le premier, un amandier en fleurs pour le second, un soleil couchant pour le 3e, et sur chacun des initiales qui évoluaient. D'abord JP seul, puis JP en MF, puis sur les derniers JF pour Jean et famille. C'était sa façon de lui dire qu'elle voulait qu'il vive, qu'il aime à nouveau, qu'il ait les enfants dont ils avaient rêvé. Le 3 avril, 12 jours avant la photo, un événement inattendu s'était produit. Auguste Martel, le photographe itinérant, était arrivé au village.
Il parcourait le Languedoc pour documenter la renaissance des vignobles après le phylloxéra, un projet commandé par la Société d'agriculture de l'Hérault. Il cherchait des visages, des histoires, des symboles de cette résurrection économique. Quand il avait appris l'histoire de Jean-Pierre et Marguerite, il avait proposé de faire leur portrait de fiançailles gratuitement. Une photo pour l'éternité, avait-il dit. Jean-Pierre avait hésité. Les photos étaient pour les riches, pour les moments heureux. Mais Marguerite avait insisté. Elle voulait laisser une trace, une preuve qu'elle avait existé, qu'elle avait été aimée. Les préparatifs pour la photo avaient redonné un but à Marguerite. Elle voulait être belle sur cette image. Pas malade, pas mourante, mais belle et vivante. Sa mère avait retouché sa robe du dimanche, ajoutant de la dentelle récupérée sur une vieille nappe. Les voisines, émues malgré leur peur, avaient apporté en secret du rouge pour les joues, du noir pour les cils. Même Thérèse Lenoir, vaincue par tant de détermination, avait envoyé un châle de soie qui avait appartenu à sa propre mère. Le 14 avril, veille de la photo, Marguerite avait fait quelque chose qui avait surpris tout le monde. Elle s'était levée, s'était habillée, et était sortie dans le jardin. Là, elle avait cueilli des fleurs sauvages. Pas les roses du jardin du curé qu'on lui proposait, pas les lys de Madame Bourrel, des coquelicots et des marguerites des champs. Quand on lui avait demandé pourquoi, elle avait répondu « Parce qu'elles repoussent chaque année, même après l'hiver le plus rude ». Cette nuit-là, elle n'avait presque pas dormi. La toux la déchirait. Elle crachait du sang dans une cuvette que sa mère vidait discrètement. Mais au matin, quand Jean-Pierre était venu la chercher, elle était debout, souriante, ses fleurs sauvages à la main. Elle avait mis du blanc de céruse pour cacher sa pâleur, du carmin pour colorer ses lèvres. De loin, on aurait pu croire à une fiancée ordinaire. Mais Auguste Martel n'était pas dupe. Son œil de photographe voyait au-delà des artifices. Il voyait la façon dont Jean-Pierre soutenait Marguerite plus qu'il ne l'enlaçait. Il voyait le tremblement imperceptible de ses mains. Il voyait surtout ce regard lointain, ce regard de ceux qui savent que leur temps est compté. C'est pourquoi il avait décidé de prendre non pas une, mais 3 photographies, pour être sûr qu'au moins une immortaliserait ce moment suspendu entre la vie et la mort. 15 avril 1902, 7 heures du matin. La lumière dorée du printemps méditerranéen baignait la place du village. Auguste Martel avait choisi cet endroit précis, devant le vieux platane centenaire, parce que la lumière y était parfaite. Mais aussi, comme il l'écrira plus tard dans son journal, parce que cet arbre avait survécu à tout, aux guerres, aux épidémies, aux famines, comme l'amour de ces 2 jeunes gens tentait de survivre à la maladie. Marguerite s'appuyait sur le bras de Jean-Pierre, mais elle s'efforçait de paraître droite, forte. Elle avait glissé dans sa poche le dernier mouchoir qu'elle avait brodé la nuit précédente. Dessus, elle avait écrit avec du fil rouge « Merci pour notre printemps ». Elle savait qu'elle n'aurait pas la force d'en broder d'autres. Les villageois s'étaient rassemblés pour assister à la séance. C'était un événement. Peu de gens du village avaient été photographiés. Il y avait là Marie Delmas, la sage-femme, qui retenait ses larmes. Le père Bertrand qui priait silencieusement. Même Thérèse Lenoir était venue, debout en retrait, le visage fermé mais les yeux humides. Auguste Martel préparait son appareil avec minutie. La chambre photographique en acajou, le trépied, les plaques de verre. Il expliquait qu'il devrait rester immobile pendant 30 secondes. 30 secondes qui sembleraient une éternité. Marguerite avait souri faiblement. L'éternité, elle savait ce que c'était. C'était chaque nuit passée à tousser, chaque matin où elle se demandait si elle aurait la force de se lever. Jean-Pierre avait murmuré à son oreille « Pense à notre amandier, il a déjà des bourgeons. L'année prochaine, il donnera ses premières fleurs. » Marguerite avait serré sa main. « L'année prochaine. » Ces mots résonnaient comme une prière impossible. « Attention, je vais déclencher », avait annoncé Martel. Marguerite avait pris une profonde inspiration, sentant immédiatement la douleur familière dans ses poumons. Elle avait forcé un sourire, ce sourire qu'elle avait répété devant le miroir cassé de sa chambre. Un sourire de jeune femme amoureuse, pas de mourante. Le déclic. L'explosion du flash au magnésium. La fumée blanche qui s'élevait. Pendant ces 30 secondes,
Marguerite avait fermé son esprit à la douleur. Elle avait pensé à leur première rencontre, au goût de l'eau fraîche que Jean-Pierre lui avait offerte. Elle avait pensé aux dimanches de veillée, aux châtaignes grillées, aux rires partagés. Elle avait pensé à tout ce qu'ils ne vivraient jamais. Les vendanges à deux, les enfants courant dans les vignes, les soirs d'été sur le pas de la porte. Quand Martel avait dit « c'est fini », Marguerite s'était effondrée dans les bras de Jean-Pierre. Juste un instant, le temps de reprendre des forces. Les gens avaient applaudi, certains avaient pleuré. Marie Delmas était venue l'embrasser sur le front, murmurant « Dieu vous bénisse, petite courageuse ». Martel avait pris 2 autres clichés, par sécurité. Sur le deuxième, Marguerite regardait Jean-Pierre au lieu de l'objectif. Sur le troisième, elle avait les yeux fermés, épuisée. C'est le premier qui serait conservé, celui où elle souriait en regardant au loin, vers cet avenir qu'elle ne verrait pas. De retour à la maison, Marguerite s'était alitée immédiatement. La séance photo avait épuisé ses dernières forces. Jean-Pierre était resté à son chevet, lui tenant la main. Elle avait sorti de sa poche le mouchoir brodé, le lui avait donné. Il l'avait déplié, avait lu l'inscription, et pour la 2e fois, elle l'avait vu pleurer. Les semaines suivantes furent une lente descente vers l'inévitable. Mai arriva avec ses roses et son soleil éclatant. Le jour prévu pour le mariage, le 10 mai, Marguerite était trop faible pour quitter son lit. Le père Bertrand était venu les bénir dans la petite chambre. Jean-Pierre avait passé l'alliance aux doigts décharnés de Marguerite. Elle avait murmuré « oui » dans un souffle à peine audible. Les archives paroissiales mentionnent ce mariage in extremis, célébré en présence de Dieu et de témoins choisis. Françoise Fabre pleurait silencieusement. Thérèse Lenoir, venue malgré ses réticences, avait posé sa main sur l'épaule de son fils. Un geste de réconciliation tardive. Juin amena les premières chaleurs. Marguerite ne quittait plus le lit. Jean-Pierre avait abandonné les vignes, confiant le travail à des journaliers payés avec l'argent du vin de l'année précédente. Il passait ses journées et ses nuits auprès de sa femme, lui lisant les évangiles quand elle était éveillée, lui chantant les vieilles chansons occitanes quand la fièvre la faisait délirer. Un matin de juillet, elle avait semblé aller mieux. La fièvre était tombée. Elle avait mangé un peu de soupe. Elle avait même ri quand Jean-Pierre lui avait raconté comment le coq du voisin avait poursuivi le chien du facteur. C'était le calme avant la tempête finale, ce répit trompeur que connaissent bien ceux qui accompagnent les tuberculeux. Le 15 août, jour de l'Assomption, les cloches de l'église sonnaient pour la messe. Marguerite avait demandé qu'on ouvre la fenêtre. Elle voulait entendre les cloches, sentir l'air du matin. Jean-Pierre l'avait portée jusqu'à la fenêtre. Elle pesait moins qu'un enfant maintenant. Dehors, l'amandier qu'ils avaient planté ensemble montrait ses premières vraies feuilles. Elle avait murmuré « Il survivra à l'hiver, n'est-ce pas ?» Jean-Pierre avait répondu « Il survivra à 100 hivers, comme mon amour pour toi. » Elle avait souri. Ce même sourire triste et lointain de la photographie. Les derniers jours d'août furent marqués par une chaleur écrasante. Marguerite délirait souvent, appelant son père mort, parlant à des enfants qui n'existaient pas. Mais dans ces moments de lucidité, elle continuait son œuvre. Elle avait demandé à sa mère de sortir le coffre où elle cachait les mouchoirs brodés. 30 exactement, comme elle l'avait prévu. Elle les avait donnés à Jean-Pierre, un par un, expliquant la signification de chaque motif. Le 5 septembre, les vendanges approchaient. On entendait les préparatifs dans tout le village. Les tonneaux qu'on nettoyait, les serpettes qu'on aiguisait, les chants des vendangeurs qui s'entraînaient. Marguerite avait demandé à Jean-Pierre de lui décrire les vignes. Il avait menti, comme il mentait depuis des semaines. Il avait dit que les grappes étaient magnifiques, lourdes et sucrées. En vérité, il n'avait pas mis les pieds dans les vignes depuis des semaines. Les raisins pourrissaient sur pied, abandonnés. Le matin du 10 septembre 1903, Marguerite s'était réveillée étrangement sereine. Elle avait demandé qu'on l'habille avec sa robe de mariée. Françoise et Jean-Pierre l'avaient aidée, manipulant son corps fragile comme une poupée de porcelaine. Elle avait demandé qu'on lui apporte la photographie, celle prise par Martel 5 mois plus tôt. Elle l'avait regardée longuement, avait caressé le visage de Jean-Pierre sur l'image.
Puis elle avait dit « Les feuilles de vigne, elles sont dorées maintenant. » Jean-Pierre avait regardé par la fenêtre. Les feuilles étaient encore vertes. Le temps n'était pas encore venu pour elles de changer. Mais il avait répondu « Oui, mon amour, elles sont dorées comme tes cheveux au soleil. » Marguerite avait fermé les yeux, un dernier sourire sur les lèvres. Sa respiration s'était faite plus lente, plus espacée. À midi, les cloches de l'Angélus ont sonné. Entre deux coups de cloche, le silence. Marguerite Lenoir, née Fabre, avait rendu son dernier souffle, la photographie serrée contre son cœur. Le 12 septembre 1903, 2 jours après la mort de Marguerite, le village entier s'était rassemblé pour l'enterrement. Même ceux qui avaient eu peur de la contagion étaient revenus. Le petit cortège funèbre avait traversé les ruelles étroites jusqu'au cimetière perché sur la colline. Jean-Pierre portait le cercueil avec 3 autres hommes du village. Il ne pleurait pas. Il semblait ailleurs, comme si une partie de lui était déjà partie avec elle. Le père Bertrand avait prononcé une homélie simple mais bouleversante. Il avait parlé de l'amour qui transcende la mort, de la foi qui transforme la souffrance en grâce. Mais ce sont les mots de Jean-Pierre qui avaient marqué tous les présents. Debout devant la fosse, il avait sorti un papier de sa poche. C'était la dernière lettre que Marguerite avait réussi à écrire, 3 jours avant sa mort. Il avait lu d'une voix étrangement calme « Mon Jean-Pierre, quand tu liras ceci devant tous, je serai déjà parti. Ne pleure pas pour moi. J'ai vécu plus d'amour en 2 ans avec toi que certains n'en connaissent en toute une vie. Les vignes refleuriront, les vendanges reviendront. Vis pour nous deux, aime pour nous deux, ris pour nous deux. Et chaque septembre, quand les premières grappes seront mûres, souviens-toi que quelque part, je souris encore. » Thérèse Lenoir s'était avancée. Pour la première fois depuis l'annonce de la maladie, elle avait parlé de Marguerite avec tendresse. Elle avait dit « Cette petite nous a tous rendus meilleurs. Elle nous a appris que l'amour vrai ne calcule pas, ne marchande pas, n'abandonne pas. Pardonnez-moi, mon fils, de ne pas l'avoir compris plus tôt. » Après l'enterrement, Jean-Pierre était retourné aux vignes pour la première fois en 2 mois. Le spectacle était désolant. Les grappes pourrissaient, les mauvaises herbes envahissaient les rangs. Les voisins s'attendaient à ce qu'ils vendent, qu'ils partent, qu'ils disparaissent comme tant d'autres brisés par le deuil. Et le lendemain, à l'aube, ils l'ont trouvé dans les vignes, taillant, nettoyant, sauvant ce qui pouvait l'être. Les archives notariales de Maître Bourrel montrent qu'en octobre 1903, Jean-Pierre avait refusé 3 offres d'achat pour ses terres. Il avait dit au notaire « Ces vignes ont vu notre amour naître, elles le verront survivre. » Il avait alors entrepris quelque chose que personne n'avait anticipé. Il avait transformé sa douleur en travail acharné. Pendant les 30 années suivantes, Jean-Pierre Lenoir est devenu l'un des viticulteurs les plus respectés du Languedoc. Ses vins, vendus sous l'étiquette Domaine de l'Amandier, étaient réputés dans toute la région. Mais ce qui rendait Jean-Pierre unique, c'était son rituel annuel. Chaque 10 septembre, date anniversaire de la mort de Marguerite, il cessait tout travail et organisait une fête pour les enfants du village. Il leur racontait l'histoire de la jeune femme courageuse qui avait souri malgré la mort. Les registres communaux de 1933, 30 ans après la mort de Marguerite, mentionnent que Jean-Pierre, alors âgé de 55 ans, avait fait don d'une parcelle de ses vignes pour construire une école. Il avait posé une seule condition, que dans la cour soit planté un amandier et qu'une plaque soit apposée avec l'inscription « À Marguerite Lenoir, qui croyait que l'amour et l'instruction étaient les seuls remèdes à la misère humaine. » Ce que peu de gens savaient, c'est que Jean-Pierre avait continué à utiliser les mouchoirs brodés par Marguerite, un nouveau chaque année, exactement comme elle l'avait prévu. Le dernier, il l'avait utilisé l'année de ses 54 ans. Dessus, les initiales JF qu'elle avait brodées, pour Jean et famille, n'avaient jamais pris le sens qu'elle avait espéré. Jean-Pierre n'avait jamais refondé de famille. Il était resté fidèle à ce printemps de 1902. En 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, la maison de Jean-Pierre avait servi de cache pour des enfants juifs fuyant les persécutions. Une institutrice qui les accompagnait, Sarah Goldberg, avait découvert la photographie de 1902 dans le salon.
elle avait demandé l'histoire. Jean-Pierre, alors âgé de 67 ans, la lui avait racontée. Sarah avait pleuré et avait dit « Cette femme aurait sauvé ses enfants sans hésiter ». Jean-Pierre avait répondu « C'est pour cela que je le fais, pour continuer son sourire ». Jean-Pierre est mort en 1952, à l'âge de 74 ans, exactement 50 ans après avoir posé pour cette photographie. Il avait demandé à être enterré avec 3 choses. La photographie de 1902, le dernier mouchoir brodé par Marguerite et une branche de l'amandier qu'ils avaient planté ensemble. L'arbre, lui, avait survécu et prospéré, donnant chaque printemps une explosion de fleurs blanches qui parfumait tout le village. C'est le neveu de Jean-Pierre, Henri Lenoir, qui en 1987 a retrouvé tous ses documents en vidant la maison familiale. Les lettres de Marguerite, le journal d'Auguste Martel, les mouchoirs brodés miraculeusement conservés. Il a fait don de l'ensemble aux archives départementales de l'Hérault, où ils sont aujourd'hui consultables sous la cote Fond Lenoir Fabre, une histoire d'amour en Languedoc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2002, 100 ans exactement après la photographie, l'arrière-petite-nièce de Marguerite, Claire Fabre, devenue historienne, a organisé une exposition sur la tuberculose dans le Languedoc rural. La photographie de Jean-Pierre et Marguerite en était la pièce centrale. Le jour du vernissage, une vieille dame s'est approchée. C'était Marie-Louise, la fille de Marie Delmas, la sage-femme. Elle avait 95 ans et se souvenait encore du jour de la photo. Elle a raconté « Ma mère disait toujours que cette photo capturait quelque chose d'unique. Pas seulement 2 jeunes gens amoureux, mais la preuve que l'amour peut transcender même la mort. Regardez bien les yeux de Marguerite. Elle ne regarde pas l'objectif. Elle regarde l'éternité. Et Jean-Pierre, lui, la tient comme s'il pouvait la retenir dans ce monde par la seule force de son amour. » L'exposition a révélé un fait troublant. Les statistiques médicales de l'époque, conservées à la faculté de médecine de Montpellier, montrent que moins de 5% des tuberculeux survivaient plus d'1 an après les premiers crachements de sang. Marguerite avait survécu 18 mois. Les médecins modernes qui ont étudié son cas parlent d'un miracle médical, probablement dû à ce qu'ils appellent pudiquement des facteurs psychosomatiques positifs. En langage simple, l'amour l'avait maintenue en vie bien au-delà de ce que la médecine pouvait expliquer. Aujourd'hui, la photographie originale est conservée au musée de la photographie de Montpellier. Des milliers de visiteurs la contemplent chaque année. Beaucoup pleurent en apprenant l'histoire. Certains laissent des fleurs, toujours des fleurs sauvages, jamais des roses, comme si, instinctivement, ils comprenaient le choix de Marguerite. L'amandier, lui, est toujours vivant. Âgé de plus de 120 ans, c'est devenu un monument naturel protégé. Chaque printemps, ces fleurs attirent des visiteurs du monde entier. Un panneau discret raconte l'histoire de Jean-Pierre et Marguerite. Mais pour vraiment comprendre leur histoire, il faut venir en septembre, quand les vignes prennent leur couleur d'automne. Car c'est là, dans cette lumière dorée de fin d'été, qu'on comprend enfin le mensonge d'amour de Jean-Pierre. Les feuilles de vigne ne sont jamais dorées en septembre dans le Languedoc. Elles ne le deviennent qu'en octobre, parfois novembre. Mais pour Marguerite, dans ses derniers instants, il avait créé un automne précoce, un monde où ses derniers souhaits devenaient réalité, un monde où l'amour était plus fort que la vérité, plus fort que la mort. Et c'est peut-être cela, la vraie leçon de cette photographie, que l'amour véritable ne se mesure pas en années vécues, mais en intensité ressentie. Que parfois, un printemps peut contenir toute une vie, que certains sourires, même figés dans le temps, continuent d'illuminer le monde longtemps après que ceux qui les portèrent sont partis. Si vous passez un jour par ce petit village du Languedoc, arrêtez-vous devant l'amandier centenaire. Fermez les yeux. Écoutez le vent dans les feuilles. Et peut-être, juste peut-être, vous entendrez encore l'écho d'un amour qui a défié la mort et le temps. Un amour né dans les vignes, grandi dans la douleur, et devenu éternel dans une simple photographie de 1902. En fin de compte, cette histoire fictionnelle dramatise le destin d'un amour brisé par la maladie, mais rendu éternel par la mémoire. Elle nous rappelle que parfois la force d'un sentiment dépasse le temps, la douleur et même la mort,
et que l'intensité d'un printemps partagé peut valoir plus qu'une vie entière. C'est aussi une invitation à regarder différemment les photographies anciennes. Derrière chaque sourire figé, il y a souvent une vérité silencieuse, faite de courage, de sacrifice et d'espérance. Et vous? Qu'est-ce qu'une photo ancienne de votre famille vous a déjà révélé ou caché? Selon vous, pourquoi certaines personnes préfèrent dissimuler la vérité pour protéger ceux qu'elles aiment? Pensez-vous que l'amour peut réellement prolonger la vie ou transformer la souffrance en force? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot éternité dans les commentaires pour que nous sachions que vous avez partagé ce voyage jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, racontez une histoire transmise par vos parents ou grands-parents. Peut-être qu'un jour, elle pourra inspirer une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette chronique avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche, partagez ou commentez, et cliquez sur le card final pour découvrir d'autres récits.